Grosse fierté. Parce que gros n'est pas un gros mot. Avec Brunaël, David, Jennifer et Stéphie. 3e épisode, grossophobie et intersectionnalité. Intersectionnalité, la première fois que je l'ai entendu, le mot me paraissait à la fois vague et très clair. Vague parce que je ne savais pas dans quel domaine ou pour quel sujet il avait été créé, celui, je le sais maintenant, de la sociologie, et clair parce qu'il a été bâti à partir du mot intersection, et donc ça sous-entend plusieurs notions qui se croisent. Qui se croisent, ou plutôt qui s'accumulent. Être femme, grosse et noire, ou être grosse ou gros, noir et gay, multiplie les risques de discrimination envers la personne qui additionne ces critères. Cette intersectionnalité est vécue plus ou moins bien, l'un des éléments prévalents parfois sur l'autre, suivant les lieux, les circonstances, selon les histoires des personnes, se confondant parfois au point d'accroître les doutes, la confusion et les blessures. Cette accumulation de discrimination est l'une des raisons qui, en tant que journaliste, homme noir, citoyen, m'a aussi poussé à créer ce podcast et à poser ces questions à David, Stéphie, Jennifer et Brunaël, qui se présentent d'ailleurs tout à la fois comme homme ou femme et noir et gros et, pour certains d'entre eux ou elles, gay. C'est tout l'objet de ce 3e épisode de Grosse Fierté. En réécoutant l'histoire de Stéphie que vous avez pu entendre dans l'épisode 1 de Grosse Fierté, un passage m'avait particulièrement frappé déjà au cours de notre échange. Comment, en quittant à 17 ans la Martinique pour l'Hexagone, elle avait eu le sentiment de passer du statut, entre guillemets, de jeune fille grosse à celui de jeune fille grosse et noire. Réécoutons ce que Stéphie me racontait. Comment s'est passée votre arrivée ici ? Alors, en contrepoint de ce que vous aviez vécu en Martinique, qu'est-ce que vous avez trouvé ici ? En fait, ici, le regard, il a un peu changé parce qu'en fait, en arrivant ici, je suis devenue noire. Alors, tantôt, j'étais noire et grosse, mais j'étais surtout noire, en fait, en arrivant. Il y en a un qui prévalait sur l'autre, en fait. Oui, ouais. J'étais surtout noire. Là où on me renvoyait à mon poids, c'était plutôt la famille de ma mère. Parce que c'est des gens qui vivent ici et donc qui me voyaient tous les 3 ans potentiellement. Et donc quand ils m'ont vu arriver, j'ai eu pas mal de remarques par rapport à mon poids. Dans la société, on m'a plutôt renvoyé à ma couleur de peau. Et nous voilà au cœur de ce que la sociologie décrit comme étant l'intersectionnalité, à savoir la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. En changeant de société, Stéphie est devenue noire avec tous les regards qui y vont avec, s'agglomérant à son identité visible de femme, grosse, et se traduisant donc par des attitudes particulières à son égard. En fait, ça se traduisait comment ? Ça paraît cliché, mais c'est le vigile qui va te suivre quand tu fais tes courses à ED. Et un des deals avec mon oncle qui m'hébergeait ma première année, vu que j'étais mineure, c'était que j'allais faire les courses pour lui toutes les semaines. Donc en fait, en plus, le vigile, il me voyait toutes les semaines faire des courses. Je pense pas avoir le profil de quelqu'un qui va lui voler ses courses, mais pour autant, à chaque fois, j'étais suivie dans le supermarché. Ça va être... je sais pas, des regards, mais en plus après j'étais dans une fac de bobos, j'étais dans le 5e arrondissement de Paris, vraiment le contraste. Donc il y a aussi ça, je pense, où tu rencontres des fils à papa alors que toi tu l'es pas, où tu dois aller bosser parce que pendant mes études j'ai dû travailler vu que je cherchais petit à petit à me séparer de la relation que j'avais avec ma mère. Ça passe aussi par une indépendance financière, donc je travaillais durant mes études et donc il y a aussi ce contraste de je dois aller travailler après les études et il y en a d'autres leurs parents ils leur payent le loyer, ils payent tout et au final ils vont pas à l'école, tu vois. C'est pas tant dans l'attitude des gens, mais plutôt dans les privilèges. J'ai vu, et puis après on m'a aussi reproché de faire partie de l'égalité des chances par rapport à la fac dans laquelle j'étais. Voilà, alors que j'avais mérité ma place au même titre que les autres, mais j'étais boursière aussi. Bon, voilà.
à la fois noire et grosse. Est-ce que ça a été, dans votre recherche déjà de petits boulots, est-ce que ça a déjà été aussi une source de frein, quoi? Si, parce que j'avais postulé naïvement, par exemple, pour être hôtesse. Je n'avais pas le profil, je l'ai compris à l'usage que j'avais pas le profil pour être hôtesse. Mais vous l'aviez, mais eux ne voulaient pas. En tout cas, oui, ils voulaient pas. Par contre, j'ai inspiré confiance pour être nounou. Et donc, j'ai été nounou pendant 7 ans. On m'a confié, alors que j'avais pas d'expérience, j'avais pas de frères et sœurs, etc. On m'a confié des bébés à garder parce que j'inspirais ce côté maternel, voilà. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Ça, alors, pour le coup, c'est une discrimination, mais c'est une discrimination qui vous a permis d'obtenir des choses. Oui, c'est ça. Ça m'a permis de payer mes études, tout simplement. Et par la suite, si on continue à parler de travail, donc quand vous faites vos études, vous commencez à travailler, donc dans quel domaine d'ailleurs, sans indiscrétion? Je suis ergonome. L'ergonomie, c'est un peu comme dans l'inclusivité. L'idée, c'est vraiment que c'est l'environnement qui doit s'adapter à la personne et pas l'inverse. Et c'est aussi tout ce qui va être prévention des risques professionnels, prévention des accidents du travail, prévention des maladies professionnelles. Donc voilà. Donc une fois que vous avez obtenu vos diplômes, que vous avez travaillé dans ce domaine-là et que vous avez commencé à chercher du travail, ça s'est passé comment là aussi, côté contact avec les futurs employeurs ou employeuses? En fait, moi, ma hantise, c'était d'aller travailler dans la société cliché où on voit tous les entiers, entre guillemets. Mais au final, je me suis retrouvée à travailler dans une société dans lesquelles je voulais pas travailler parce qu'on m'a donné ma chance dans cette société-là. Et c'est vrai que j'ai essuyé pas mal de refus. Par exemple, mon métier, ça fait 10 ans que je travaille en prévention et donc je pourrais très bien être consultante. Mais je suis jamais prise dans des postes de consultante parce que j'ai pas l'apparence qu'on attend d'une consultante. Typiquement, j'avais passé un entretien où on m'obligeait à porter des chemises. Je lui ai dit, au eu égard de ma poitrine, la chemise, à part montrer mes seins à la personne, ça servira à rien que je porte une chemise, alors que je pourrais porter un haut qui m'irait beaucoup mieux. Et qui resterait élégant. Mais cette personne avait décidé que dans son entreprise, tout le monde devait porter des chemises. Même si ça ne te va pas à la chemise, quoi. En frontal, votre couleur de peau et votre corpulence, est-ce qu'elles vous ont, pareil aussi, été renvoyées à la figure? Alors moi, la couleur de peau, c'est difficile à prouver. Mais je sais que sur des métiers d'image, typiquement le consultant qui représente l'image de la société, etc. C'est des postes que j'ai pas obtenus à compétences égales, on va dire, avec une personne sociétalement belle, quoi. Sur le coup, vous ressentez quoi, du coup, quand vous voyez que vous n'arrivez pas et que vous supputez peut-être que ça peut être parce que, effectivement, vous êtes notamment peut-être femme, noire et grosse? Forcément, on est déçu. On se dit, moi, je me suis dit, j'arriverai jamais à aller à ce niveau-là dans mon poste, alors que, en soi, je suis sûre que je serai une bonne consultante, clairement. Mais tant que les personnes qui gèrent les cabinets de consultants sont les mêmes personnes qui ont un regard sur la personne que je suis pas ouvert d'esprit, ça fonctionnera pas. Là, typiquement, par exemple, je connais un cabinet qui travaille sur les luttes contre les discriminations, etc., au sens large, donc tous les 26 critères, etc. Et dans ce cabinet-là, on n'a que des personnes blanches aux yeux bleus, quoi. Donc j'ai du mal à me dire que ces personnes sont ouvertes au sujet de diversité si le cabinet et la photo qui représente le cabinet ne fait preuve d'aucune diversité. Est-ce que vous trouvez que 10 ans après votre entrée dans le monde professionnel, est-ce que vous diriez que c'est quand même un peu plus facile aujourd'hui? Non, en fait, en tout cas dans le marché du travail, je vois pas de différence. Par exemple, j'avais un précédent poste où on regardait encore ce que je mange. Et on trouvait que je mangeais bien pour une grosse. Alors, ils n'ont pas dit pour une grosse, mais ils trouvaient quand même que je mangeais bien. Et des personnes qui sont en apparence minces se disent moi, je mange n'importe quoi, etc. Alors qu'elle cuisine tous les jours, etc. Donc, il y a encore ça. Donc, pour moi, on n'a pas évolué. Parce qu'en fait, on aura évolué quand on arrêtera de regarder ce que mangent les autres, quand on arrêtera de se dire que c'est parce qu'elle mange ça qu'elle est grosse. Vous voyez, là, il y aura une vraie évolution. On aura évolué quand des personnes grosses accéderont à des postes à responsabilité, parce que j'en connais très peu. Et j'ai une collègue avec qui je m'entendais bien qui m'a dit, parce que j'ai occupé un poste à responsabilité à un moment donné, elle m'a dit j'ai été choquée quand j'ai vu une femme noire, c'est une femme, elle était grosse aussi, une femme noire et grosse à ce poste-là. Elle était à la fois contente, mais c'était un peu une mini-révolution.
Et donc pour moi, il y a encore énormément de choses à faire, même si la parole sur le sujet s'est libérée. Mais je trouve que même en donnant de l'information aux gens, ils ne retiennent que ce qu'ils veulent retenir. Par exemple, l'histoire des 10 000 pas, ça les gens l'ont retenu. Le fait de traiter les gens d'obèses, maintenant avant on traitait les gens de gros pour les insulter, maintenant on les traite d'obèses. Donc on a donné des informations à des personnes, mais qui les utilisent pas à bon escient. Ils vont pas au plus loin que l'information. On n'arrête pas de dire que l'obésité est une maladie multifactorielle. Pour autant, les gens ils vont toujours ramener l'obésité au fait que tu manges trop au McDo, quoi. Donc il y a des choses qui ont évolué. Mais il y a encore énormément de choses à faire. Et tant qu'on donnera pas, peut-être qu'on n'essaiera pas aussi d'aller à la rencontre. Ça, je trouve ça hyper important, d'aller à la rencontre des personnes qui vivent l'obésité, qui vivent dans cette société, etc. De les écouter vraiment. Je me rends compte qu'il n'y a rien de systématique dans le ressenti des effets de cette intersectionnalité. Les effets que ressent Steffi et qu'elle vit ne sont pas les mêmes que Brunaël ou Jennifer, mais les statistiques et les faits sont têtus en la matière. Il y aura plus de chances en tant que femme noire et grosse qu'elles subissent en France des discriminations plutôt que si elles étaient blanches et fines. Et ce, aussi bien sur les réseaux sociaux, dans lesquels évolue par exemple Brunaël, que dans le monde du travail, évoqué par Jennifer. Vous diriez, vous, qu'il y a une forme d'accumulation de... alors ce qu'on pourrait appeler peut-être de questions discriminantes, c'est-à-dire que pour vous, est-ce que le fait d'être les trois à la fois, femme, grosse et noire, ou femme ronde et noire, si je sais pas le terme que vous préférez, est-ce que c'est quelque chose qui vous a bloqué ce croisement entre ces trois notions-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment l'avez-vous vécu? Comment le vivez-vous? Jennifer. Alors en fait, j'ai pas forcément senti il y a eu de la discrimination forcément, que ce soit dans la vie de tous les jours ou quoi, mais au niveau professionnel, j'ai pas forcément eu de soucis à ce sujet-là. Forcément plus de difficultés qu'une femme blanche peut-être qui est de taille standard, mais ça m'a pas empêché d'évoluer dans ma société. En tant que j'ai commencé je suis dans la restauration, donc j'ai commencé en tant que chef de partie, donc en cuisine, et aujourd'hui je suis gérante donc d'un restaurant, et j'ai pu très bien évoluer dans ma société en tant que femme noire et avec des formes donc grosses, et c'est quelque chose qui oui, ne m'a pas forcément freiné. Ça m'a peut-être ralenti, ça ne m'a peut-être pas forcément aidé à évoluer comme j'aurais voulu, mais en tout cas, ça m'a pas freiné à proprement parler. Peut-être que ça a dû. En tout cas, j'ai pas ce souvenir-là, pas frontalement, pas du tout. Après, si, ça y est, j'ai un exemple en tête. C'est quand j'étais dans mes études de restauration. Je devais chercher un stage. Je devais faire un stage dans le service d'un restaurant. Et en fait, la directrice a dit en fait que mon profil ne lui correspondait pas. Alors que j'étais avec une autre camarade de classe à moi. Elle a été retenue. C'était une Française mince, assez jolie. Moi, j'étais la bouboule, comme à l'époque on pouvait dire. Et en fait, mon profil n'a pas été retenu, et finalement j'ai appris par la suite qu'ils avaient pris une autre stagiaire, métisse, mes cheveux bouclés, très belle, très grande, très mince, un peu mannequin, un peu avec un physique de mannequin. Et elle a été retenue bizarrement. Donc en fait, je me suis dit c'est peut-être parce que c'est la petite grosse qui ne convenait pas aux standards du restaurant. Et tout ça à compétences égales, bien sûr. À compétences égales, on était du même lycée, du même niveau scolaire, et voilà. Qu'est-ce que vous aviez ressenti à cette époque-là, du coup? Ah oui, j'étais complètement impuissante. Je savais pas trop quoi dire à l'époque. En plus, j'étais mineure. Et puis je n'avais pas forcément la poigne d'aujourd'hui pour taper du poing sur la table et dire en fait c'est injuste. Mais je pense que à l'époque j'avais pu en parler à mes professeurs, et en fait eux m'ont dit ils n'ont pas forcément compris, qu'ils savaient pas trop pourquoi, mais je pense qu'ils se voilaient un peu la face sur ce sujet-là.
Est-ce que vous avez travaillé plus, vous avez l'impression, que si vous aviez été blanche, mince, peut-être un homme aussi ? Oui, j'ai travaillé plus. Il fallait toujours que je me dise qu'il fallait que je fasse plus que les autres, que je me démarque en étant presque excellente dans mon domaine. Et oui, en fait, pour moi, il fallait vraiment que je sois mieux que la blanche classique, standard. J'avais pas ce sentiment vraiment de discrimination à l'époque. Si, je pensais plus que c'était parce que j'étais grosse plutôt que parce que j'étais noire. Vu qu'une métisse avait été acceptée à l'époque, je pensais plus que c'était pour ça. Alors oui, sur TikTok notamment, où c'est très virulent, on me reproche d'être une femme noire et grosse. Brunaël. Et donc du coup, comme j'aime bien jouer et que j'aime bien le sarcasme, je leur ai répondu en leur faisant une petite danse et en leur disant que moi je m'en fous en fait de ce qu'ils pensent de moi. Mais c'est très souvent. Ça veut dire que au moins une fois toutes les 2 semaines, je dois faire un petit tri de messages, 3, 4, 5 messages, parce que je poste aussi mes looks, voilà. Et donc du coup, j'expose mon corps et mon physique, et j'ai l'impression que ça dérange qu'une femme noire et grosse puisse s'assumer, être en accord avec elle-même et ne pas se cacher. On s'était rencontrés il y a 5 ans maintenant. Entre le moment où on a abordé déjà cette question de la grossophobie, qu'est-ce qui a changé favorablement et qu'est-ce qui a changé, qui aurait empiré pour vous ? Moi, je pense qu'il y a eu une régression. En termes de grossophobie, je trouve qu'elle n'a jamais été autant présente que ces derniers mois, voire cette dernière année. Les marques, les gens, la société fait qu'il y a une certaine régression. On est beaucoup moins inclusif, je trouve. Donc voilà. Mais ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui assument leur corps, qui, au-delà d'assumer ce corps, qui l'exposent, qui vivent leur vie et qui montrent comment ils vivent leur vie. Et ça, c'est très plaisant. Et pour vous, sur un plan plus personnel, comment est-ce que vous vivez ça au quotidien ? Alors, en tout cas, la grossophobie n'est pas le réel problème. Moi, j'ai plus un problème de racisme. Voilà. Mais la grossophobie, c'est plus facile pour moi à gérer parce que je m'aime en fait. J'aime mon corps, il me permet de faire plein de choses, d'être maman, de vivre une vie, de profiter, de faire du sport aussi. Donc, comme je suis assez sûre de moi et de mon physique, c'est vrai que ça glisse un petit peu, même s'il y a des fois où ça me met très en colère. Mais ce qui me gêne le plus, c'est vraiment le racisme, dans mon cas. À l'intérieur de ces discriminations-là, en l'occurrence, vous ressentez-vous le racisme plus fort ? Comment ? Je pense que ça pose vraiment problème. Une femme, premièrement, voilà, noire, grosse, qui s'expose, je pense que sociétalement, c'est pas accepté. Ça pose problème profondément. On l'a vu par exemple avec Ebony qui n'a pas de problème de grossophobie avec la Star Academy par exemple, mais elle était arrogante, prétentieuse parce que elle était sûre de ses capacités, de sa voix, de son aura et ça embête profondément, je le pense. Alors quand on rajoute le fait d'être grosse, c'est une catastrophe pour les gens. Mais comment ça elle s'aime, comment ça elle ose se montrer ? Je pense vraiment qu'il y a un problème fondamental. Qu'est-ce qu'on vous reproche en fait dans les commentaires directement ? Ce qui est en fait, il n'y a pas vraiment de reproche. C'est ça qui est fou, c'est que je devrais pas m'habiller comme ça, par exemple. Qu'est-ce que c'est s'habiller comme ça ? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression d'être vulgaire. Je mets des grosses guillemets à ce terme. Voilà. Donc on me reproche ma façon de m'habiller, de faire peut-être une certaine apologie de l'obésité. Comment ça, l'obésité est une maladie, tu te sens bien, mais c'est horrible, tu ne donnes pas l'exemple, va courir, sors de chez toi, pourquoi tu manges McDo ? Enfin, que des trucs, des clichés sur les personnes en situation d'obésité qui n'ont... Évidemment, il y a des personnes obèses qui sont malades, mais il y en a qui vont très bien, je vais très bien. J'ai pas de cholestérol, tout va bien, mon cœur fonctionne bien, mes muscles fonctionnent bien, je vous assure. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais je pense, il n'y a pas vraiment de reproche, c'est juste que ça les gêne. Je pense qu'il y a un gros problème de jalousie. Eux se cachent peut-être, ont des complexes, n'assument pas de se montrer sur les réseaux sociaux, donc ils ne comprennent pas pourquoi moi je le fais, alors que je suis censée être pire qu'eux. Quelque part, voilà. Pourquoi vous le faites, vous ? Quelle est la raison principale qui vous motive à être créatrice de contenu ? J'adore partager.
J'adore ça. C'est vraiment super cool de trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Alors moi, je suis une créatrice de contenu lifestyle, comme on dit si bien, c'est-à-dire que j'ai pas envie de choisir. J'aime la lecture, je vais vous montrer ce que je lis. J'aime la mode, je vais vous montrer ce que je porte. J'aime les plantes, je vais vous montrer comment j'entretiens mes plantes à la maison. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'aime manger, enfin voilà. Donc, j'ai pas envie de choisir entre toutes mes passions. Et je me disais, il y a forcément des gens qui ont les mêmes passions et avec qui je vais me retrouver sur les réseaux sociaux et voilà. J'étais vraiment dans l'optique de partager. Je trouvais ça vraiment trop sympa en fait. Et puis il y a les revers des réseaux sociaux. Voilà. Et ça vous décourage pas? Non, je serai toujours là pour les emmerder. Voilà, non, ça me gêne pas. Quand vous l'avez fait, est-ce que vous avez eu un moment dans l'idée justement de vous dire je vais aussi parler pour les gens, les femmes, les hommes qui sont gros, qui sont noirs, qui subissent aussi une série de discriminations. Est-ce que c'était une motivation au départ pour choisir cette voie-là? Au début, non. C'était vraiment juste pour trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Et après, j'ai reçu des commentaires qui disent « Oh, j'adore ta façon de t'habiller, t'es solaire, j'adore, tu me motives, j'ai envie de porter ci, ça, de faire ci et ça, et de pas me limiter, de lire Bell Hooks par exemple, ou bien d'autres choses. » Et du coup, je me suis dit, c'est cool. Si dans mon contenu, dans ma création de contenu, j'arrive à inspirer des hommes ou des femmes, tout à chacun, des mamans, etc., etc., c'est tout gagné, en fait, c'est tout bénef. Je partage et en même temps, ils me le rendent bien. C'est un cercle vertueux, voilà. Et c'est intéressant parce que du coup, vous n'avez pas catégorisé les choses. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dit, moi, Brunaël, encore une fois, femme, noire, grosse, je vais parler aux gens qui sont exactement comme moi, quoi. Vous n'avez pas, en tout cas, ciblé ça. Non, parce que les femmes noires, grosses, mamans, comme moi, elles vont se reconnaître, elles vont venir naturellement. Mais pourquoi se fermer, en fait? Pourquoi m'adresser qu'à une seule partie des gens? Je trouverais ça dommage. Je suis dans un couple mixte, mon mari est blanc, mes enfants sont métis. On est la représentation du monde, quelque part. Donc pourquoi se fermer et ne s'adresser qu'à une partie des gens? Je trouve que quand on s'adresse à qu'une seule partie de la population, on a tendance à se fermer aux autres. Alors, ça c'est mon idée à moi, je ferai toujours passer une femme noire avant toute autre personne. Quand je lis un auteur, j'essaye toujours, quand je vais acheter mes livres par exemple, de privilégier les autrices noires. Oui, j'ai un problème avec ça, j'adore ça, pour essayer de les mettre en avant parce que je trouve que nous ne sommes pas assez valorisés. Par contre, si je ne m'adresse qu'aux femmes noires grosses, je vais fermer peut-être l'esprit de quelqu'un qui s'était retrouvé en moi et je trouve ça dommage. Je trouve que la bienveillance, ça paye bien plus, la bienveillance envers tout à chacun, que de se fermer à une partie et de m'adresser qu'à une seule partie de mes abonnés. Je trouverais ça dommage. Parce que moi, j'ai besoin d'inclusivité. Alors, je suis des créateurs de contenu spécifiques, mais j'ai besoin d'autre chose. Voilà, je ne peux pas rester que là-dessus. Pour David, la question a été évidemment tout autre. C'est son orientation sexuelle qui est venue s'ajouter à son identité d'homme gros et noir. Aux difficultés engendrées par les regards sur sa corpulence est venue s'accoler l'homophobie à son égard, qui pointait le bout de son nez déjà en Martinique et qui l'a poussé à quitter son île pour une vie plus douce à ce niveau dans l'Hexagone. Du moins, le pensait-il. Car tant sur ses formes que sur sa couleur de peau, la communauté gay parisienne n'a pas été aussi accueillante qu'il le pensait, qu'il l'espérait. À quel âge es-tu, alors on va dire, revenu sur Paris? En 2001, j'avais 26 ans. Ouais, 26 ans, donc j'étais déjà adulte. Est-ce que c'est aussi ça qui a décidé le fait de partir de la Martinique? Parce que, surtout à une certaine période, pas forcément que ça soit arrangé aujourd'hui, mais il y avait une forte homophobie notamment. Est-ce que c'est ces questions-là aussi, vis-à-vis de ce que tu étais, de ton corps et de ta sexualité, qui t'a décidé aussi à franchir l'Atlantique? C'est plus par rapport à mon orientation sexuelle que mon corps en fait. Où à un moment je me suis dit, si je veux vivre pleinement, parce que je voyais autour de moi et j'entendais des témoignages de personnes gays antillaises et qui le vivaient très mal. Et je me suis dit, moi je ne veux pas de ça. Ou alors qu'ils vivaient, comme on disait, en bas-feille. Et moi je voulais pas de ça. Et je me suis dit, mais la seule façon dont je
de vivre ça, de vivre mon orientation sexuelle pleinement, c'est de partir. Donc assez tôt, je me suis dit, il faudrait que je cherche un travail ou quelque chose qui me permette de partir, même si on pouvait partir sans avoir un travail obligatoirement, mais le passer par voilà, au moins un travail. Ouais, voilà. Donc du coup, quand j'ai commencé à passer des concours administratifs, je savais que c'était obligatoirement hors de Martinique. Tu considères ça comme un départ salutaire, simplement, comme une forme de fuite, comme une forme d'échappatoire, toujours avec le recul, hein, parce que j'imagine quand on est dedans au moment où ça se passe, c'est pas tout à fait les mêmes interrogations qu'on a. Maintenant, je vois que c'est un moyen de m'épanouir. C'était un moyen de m'épanouir plus. Mais je me souviens qu'ado, je m'étais dit, si je reste ici, je vais mourir. Donc il y a eu une évolution entre ado et vraiment adulte juste avant le départ, une évolution qui est de quelque chose de vital, nécessaire, à quelque chose qui finalement se transforme en quelque chose de positif pour t'épanouir. Oui, c'est un épanouissement qui passait obligatoirement par, j'allais dire la fuite. C'est peut-être un peu la fuite aussi. Ouais. C'est en tout cas l'éloignement de mon environnement et me créer un autre environnement ailleurs. Je me souviens, il y a 5 ans, quand on s'était rencontrés, donc, tu m'avais parlé spécifiquement de ce passage-là, Martinique, Paris. Si mes souvenirs sont bons, tu m'avais parlé du fait que tu avais presque, assez rapidement après être arrivé, voulu aller dans le quartier du Marais. Et cette anecdote, moi, m'avait frappé parce que là où tu pensais pouvoir trouver aussi un peu de répit par rapport à ton apparence, par rapport à ton corps, tu t'es rendu compte que aussi, à cette époque-là en tout cas, aussi dans le milieu gay parisien, il y avait aussi de la grossophobie. Est-ce que tu peux nous raconter ça, quoi ? En fait, lorsque je suis arrivé à Paris et donc j'avais repéré un peu, on avait dit le Marais, c'était l'endroit safe pour les personnes LGBT, et en arrivant, je me suis dit ok, je vais arriver là-bas et ce sera une espèce d'Eldorado, etc. Ben, pas du tout. La naïveté de la jeunesse. Je suis arrivé, non seulement j'ai découvert que en fait tout ce qu'il y avait de mauvais entre guillemets dans la communauté dans son ensemble, on le retrouvait dans la communauté LGBT, c'est-à-dire le racisme, la grossophobie, plein d'autres choses en fait. Et donc je ne pensais pas les retrouver là, parce que pour moi, lorsqu'on fait partie d'une minorité opprimée, j'avais pas encore compris qu'on pouvait aussi le reproduire sur d'autres minorités. Et donc ça a été un peu un choc en arrivant là-bas. Si bien que j'ai fait une sorte de me retrouver dans une communauté afro-antillaise LGBT, dans une communauté LGBT. Donc je suis parti des Antilles pour retrouver finalement des Antillais, mais dans une autre communauté. Et là, tu t'es senti mieux quand tu as intégré je sais pas comment dire, ce sous-ensemble entre guillemets. Alors mieux, c'est ce que je pensais. Je me suis retrouvé mieux, non, parce que j'ai trouvé effectivement des personnes qui avaient le même parcours que moi, c'est-à-dire des hommes en majorité noirs, antillais, parce que bon, il y avait aussi une communauté africaine, haïtienne, etc., qui pouvaient comprendre ce que je vivais, et moi comprendre ce que eux vivaient aussi. Mais j'ai compris aussi qu'il y avait une hiérarchie dans cette communauté et qu'en plus mon apparence me stigmatisait encore dans cette communauté. Donc là je me suis dit, en fait, partout où j'irai, mon corps va parler pour moi avant que j'arrive ou avant que je fasse quoi que ce soit en fait. Je me souviens d'une anecdote que tu m'as racontée. Dans les premiers temps où tu es allé dans le Marais, tu cherchais juste à faire connaissance. C'était pas du tout de la drague ou ce genre de choses. C'est juste faire connaissance avec des gens. Et au bout de quelques minutes de conversation avec quelqu'un t'a dit je t'arrête tout de suite, moi je fais pas les gros, c'est ça ? Cette phrase-là, on te l'a vraiment dite ? En fait, j'ai eu deux phrases dans le même genre, en changeant juste un mot. J'ai eu moi je fais pas les gros et moi je fais pas les noirs. Donc toujours dans le même contexte, c'est-à-dire tu sors un soir, tu arrives dans un bar, il y a plein de gens, il y a de la musique et tout, les gens discutent entre eux et tout, et juste en discutant comme ça avec des gens, enfin sans attendre ou vouloir quoi que ce soit d'autre, juste te coupant de la conversation pour te dire écoute, moi je fais pas les noirs ou moi je fais pas les gros, alors que je sais pas, pour moi c'est tellement hallucinant déjà de dire ça à quelqu'un, et en plus je ne voyais pas ce que ça venait chercher en fait dans une conversation où c'est pas des conversations du genre c'est la première fois que je viens dans cet endroit, etc. quoi. C'est violent, honnêtement c'est violent comme attitude à ton égard.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que moi, je fais pas les gros. Il y a ce truc de grossophobie, mais à l'époque, la grossophobie, je l'avais intériorisée. C'est-à-dire que je me disais, oui, mais de toute façon, je suis gros, personne ne voudra de moi, etc. Il y a ce truc-là. Mais moi, je fais pas les noirs. C'était une espèce de racisme décomplexé et dit comme ça tranquillement. Ok, je savais pas quoi répondre face à ça en fait. C'est bien que dans les deux cas, je suis resté complètement muet quoi, sans savoir quoi répondre. Et de se dire que des gens pouvaient sortir ça comme ça tranquillement, sans que ça leur pose problème, et puis ensuite en gardant toujours une attitude très sympa, juste dire je te préviens, moi je fais pas les noirs, mais bon on peut discuter, mais je fais pas les noirs. Jusqu'à maintenant ça me reste encore, je suis encore stupéfait de cette phrase. Mais tu t'es senti dérespecté? Je me suis senti déshumanisé en fait. C'est-à-dire que j'étais plus une personne, j'étais un noir ou un gros. J'étais pas David, j'étais pas une personne comme ça. J'étais réduit à mon physique dans les deux cas. Et en même temps, j'étais associé à toutes les autres personnes. C'est-à-dire que j'étais aussi tous les autres noirs et aussi tous les autres gros. Et c'est-à-dire qu'on était aussi interchangeables. Enfin, on était... Et ça me... Le côté déshumanisant comme ça, c'est un truc qui m'a beaucoup choqué, ouais. Aucune communauté n'a l'apanage du vice ou de la vertu, et les regards portés sur les corps noirs et sur les corps gros, avec leur lot de fantasmes déplacés, concernent encore plus sûrement les femmes, en proie au fantasme hétéro-masculin, avec en plus cette notion de fétichisme, dont Stéphie notamment m'a de nouveau parlé sans détour. J'ai toujours des difficultés, on en avait déjà parlé je pense la dernière fois, parce que mon corps est hyper sexualisé par les hommes, et c'est d'autant plus compliqué que ça m'intéresse pas. Voilà, et que j'ai tendance à attirer souvent les hommes noirs, africains, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, si tu m'as demandé un sujet qui me mettait en colère, ça me met vraiment en colère. Par exemple, quelqu'un qui va me voir monter les escaliers, qui va me dire après que je suis belle, mais qui n'aura vu que mes fesses. Voilà, ça je trouve ça profondément irrespectueux, et puis c'est pas du tout valorisant en fait. À un moment donné, si tu veux faire un compliment à quelqu'un, c'est pas juste en l'ayant vu de dos que tu peux faire un compliment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, et c'est quelque chose avec lequel je suis beaucoup confrontée, même en voyage. Même en voyage, je suis confrontée à ce type de situation, et je crois que s'il y a vraiment quelque chose qui peut m'énerver, c'est ça. C'est ça, parce que ça vient faire écho à des choses que j'ai pas forcément envie d'évoquer, mais surtout je trouve que ça réduit. En fait, je me souviens, il y avait une fille, elle avait dit c'est soit t'es détesté, soit t'es fétichisé, mais il n'y a pas d'entre-deux, et c'est ça qui me manque. Il y a des moments où je voudrais juste la paix. Donc je voudrais ni être détestée, ni être fétichisée, je voudrais juste la paix. Et c'est difficile à trouver, en tout cas dans le regard masculin. Est-ce que c'est plus la femme noire, plus la femme grosse qui est à ce moment-là sollicitée de façon pas du tout clean quoi? Je pense que c'est noire et grosse, parce qu'au final les personnes après elles sont connues, ces personnes-là, pour aimer les femmes grosses au sens large. Donc, parce que si on regarde sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes blanches grosses qui sont en couple avec des hommes noirs type africains, etc. En plus, ces personnes-là, elles me prennent pour... alors, j'ai droit à tout. On fait tous les pays d'Afrique, sénégalaise, Côte d'Ivoire, etc. Donc déjà, ça renie un peu mes origines. Donc moi, ça me dérange. Voilà, c'est pas du tout respectueux. Et ça me met vraiment mal à l'aise. Mais le problème, c'est que c'est tout le temps. Il n'y a pas un jour où c'est la paix. C'est vraiment... Ici et en voyage. Ici dans l'Hexagone et en voyage également. Oui, et en voyage. Et que je sois en pilou-pilou. Le pire, c'est quand j'ai le malheur, entre guillemets, de me faire belle. Il y a une fois, je suis passée à la Gare du Nord et je me suis fait la réflexion. J'ai oublié que je passais à la Gare du Nord. Parce que j'allais à un endroit et pour une fois, j'avais pas de tenue de camouflage, parce qu'en fait, malheureusement, quand on est une femme, et encore plus une femme grosse, noire, etc., et qu'on passe à la Gare du Nord, moi, j'ai toujours une tenue de camouflage, et ce jour-là, je sais pas, j'ai cru que j'étais dans un monde où je vivais en paix, donc je suis partie de chez moi, vraiment comme je voulais, être coquette, etc. C'était l'horreur. En fait, j'ai regretté de m'être apprêtée, alors que je devrais pas regretter de me faire du bien.
Du coup, il faut lutter tous les jours, presque sans relâche, contre cette accumulation de discrimination. C'est comme ça, en tout cas, que certains le vivent, comme Brunaël, pour qui lutte contre la grossophobie et lutte contre le racisme se mènent ensemble d'un seul tenant. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre en ce qui me concerne. Vraiment. La lutte contre la grossophobie, contre ma grossophobie. Parce que moi aussi, comme tout à chacun, ça m'est arrivé de dire « Oh là là, t'as vu comment elle est grosse, elle ?» Et toi, tu t'es regardé dans un miroir, Brunel? Voilà. C'est venu aussi avec la lutte contre le racisme. C'était vraiment... Pour moi, c'est vraiment lié. Avec toutes ces caricatures qu'on a des noirs, de la grosse noire qui joue les nounous, par exemple, dans les films, les vieux films américains, je pense à Autant n'emporte le vent, par exemple, avec ce rôle de cette femme noire grosse, très aimante, très nanny, très voilà, ou cette grosse femme noire toujours en colère. Là, je l'ai eu souvent. Ah oui, la angry black woman, ah oui. Et quand elle est grosse, elle est encore plus détestable, elle est encore plus méprisante. Moi aussi, j'ai dû déconstruire mes propres biais racistes envers les Noirs, il faut le dire, et mes propres biais grossophobes. Et pour moi, les deux sont vraiment liés très très fortement. C'était une image que vous, du coup, à cette époque-là, vous vouliez pas ressembler à ces femmes-là. Ben voilà, parce qu'elles étaient toujours dépeintes aussi de façon négative. Et donc du coup, quand vous voyez dans le miroir, vous voyez aussi cette femme-là, et donc vous luttiez contre vous-même aussi là-dessus, quoi. Ouais, quelque part, oui, carrément, ouais. Alors que c'est ridicule. En jugeant les autres, de leur grosseur, de leur noirceur, je m'auto-juge moi en fait. C'est pour ça que je vous dis que j'ai pitié des gens sur les réseaux sociaux qui me laissent ces messages, parce que je sais qu'en fait c'est eux qui détestent. Et ils détestent ce que je leur fais ressentir, ce que je leur renvoie peut-être. Donc oui, il a fallu déconstruire, tout démolir pour tout refaire correctement. David, quant à lui, n'hésite pas, quand il se présente au monde, et comme il l'a fait dans ce podcast, à clamer sans honte « Oui, je suis un homme, cisgenre, gros, noir et gay ». Une forme de militance soft, comme il l'a décrit, jusque dans sa manière de se montrer au monde, tout simplement. C'est une façon alors déjà de me présenter, parce que ça fait partie de moi et ça donne des indications sur mon cheminement, et aussi parce que c'est pour montrer que j'en ai pas honte. Alors c'est pas une fierté non plus, mais c'est pas une honte non plus, c'est juste, c'est tout. Après c'est aussi un peu militant, parce que je pense à David David qui avait 14 ans, 15 ans. Peut-être que moi, à l'époque, j'aurais bien aimé entendre quelqu'un dire ça, se présenter comme ça, en le disant tranquillement, sans problème, sans être militant non plus, tu vois. Mais c'est du militantisme soft, quoi. Mais c'est une info parmi d'autres. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée que son orientation sexuelle, son physique, et tout, c'est juste des infos comme ça. C'est pas un sujet particulier, parce qu'on n'est pas que ça. Et de le dire, c'est bien pour moi de le rappeler, et pour la personne en face aussi, qui peut se poser des questions, etc. Et puis pour d'autres personnes qui peuvent éventuellement écouter, et puis voilà, quoi. Est-ce que ça te semble, toi, important aujourd'hui, on est en 2025, encore plus important qu'il y a 5 ans, quand la première fois qu'on s'est vu? Est-ce que ça te semble encore plus important? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans la société qui justifierait une forme de militantisme, qui soit soft ou non, et qui fait que du coup on parle encore de ce sujet-là aujourd'hui, quoi? Pour moi, ce qui est important, c'est montrer qu'il y a des choses avant que les personnes minorisées acceptaient, et puis autour d'autres personnes disaient oui, mais bon, c'est comme ça, et puis on acceptait. Alors que maintenant, c'est bien de dire ok, on a le droit d'avoir sa place, de trouver sa place, de montrer son importance, d'être une personne comme une autre, pas des citoyens de seconde zone. Alors, j'ai dit les Noirs, mais c'est aussi toutes les minorités ethniques ou minorités de genre. Et puis aussi, sur son physique, des choses comme ça, qu'on ne doit pas être arrêté à ça. Par exemple, il y a des discriminations dans le milieu du travail, dans le milieu du logement, dans le dating, dans plein d'autres choses. Et se revendiquer sur ces choses-là, ça montre qu'on est fort et forte. Et
qu'on a aussi notre place en fait. Quand je dis on, j'inclus toutes les personnes de minorité. Puisque... Quel est ton regard, toi, là-dessus ? Alors moi j'ai l'impression que ça progresse, mais après je me dis aussi que voilà, je suis dans un milieu parisien, CSP+, qui est peut-être pas, je vais pas dire que c'est pas la réalité, mais c'est pas la représentation de la globalité des choses. C'est-à-dire chaque personne, enfin mon quotidien en tant que mec gros, noir, gay, à Paris, est pas le même que celui d'un mec en Martinique qui est dans un milieu social plus moindre, ou une femme où voilà, chacun est différent, mais je me dis que ça aide et c'est important de le montrer. Après, est-ce que peut-être que je me trompe et que je suis dans une espèce de bulle, moi, en me disant c'est comme ça, tout va changer. Mais c'est important aussi de se dire que ça va changer, on espère. Mais même si autour de soi, on voit que ça devient plus compliqué dans certains trucs politiques qui se passent, dans certains milieux avec des extrémismes de chaque côté. Mais je me dis que c'est important de le montrer et même en 2025, de le revendiquer. Et de toute façon, lorsqu'on est une personne d'une minorité visible, donc que ce soit par sa couleur de peau, par sa morphologie, par son genre, c'est politique. Le simple fait de sortir, de se montrer, de parler, c'est politique. Donc même s'il y a plein de gens qui disent ah mais de toute façon moi je suis pas militant, ben, si, le simple fait de sortir, c'est militant en fait. Parce qu'il y a longtemps où on a demandé à des personnes, les personnes queer par exemple, de pas se montrer, de se cacher, de pas trop en parler, des choses comme ça. Et je sais pas, le fait que lorsque j'arrive quelque part avec mon copain et je le présente en disant c'est mon amoureux, etc., ça c'est déjà un acte militant, politique. Ça devrait pas l'être, mais non. Ça l'est. Voilà, c'est ça. En fait, moi, ça devrait pas l'être, mais dans certains milieux, c'est bien de le rappeler que c'est... Et justement de le montrer comme ça, en disant bah oui, voilà, je suis venu avec mon compagnon, voilà. C'est une chose simple, et de le montrer comme une chose simple aussi. Alors je dis pas que les gens qui sont militants et militantes plus revendicatifs, c'est mal, hein. Au contraire, parce qu'il y a plein de si moi je peux dire maintenant et me présenter en tant que gay, gros, noir, etc., c'est parce qu'avant il y a eu des personnes qui ont été plus militantes et plus révolutionnaires, oui, voilà, plus radicales, oui, c'est ça. Et c'est grâce à ces personnes justement que moi je peux me permettre de présenter mon copain comme ça, oui. Dans le 4e épisode de Grosse Fierté, c'est un sujet douloureux que David, Brunel, Jennifer et Stéphie ont accepté d'aborder, la grossophobie médicale, la façon parfois très dure, volontairement ou involontairement, qu'ont les médecins et les personnels soignants de considérer au premier abord ou dans leur suivi la santé des personnes grosses. Sujet sensible et confession parfois bouleversante pour celles et ceux victimes de cette discrimination particulière. Grosse Fierté, un podcast du pôle Outre-mer la Première de France Télévisions, écrit et réalisé par Patrice Elie Di Kozac, musique composée et mixée par Azraël.